Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public, mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier ? Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs ? Est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas ? Combien ça gagne ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité et tout ça avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler des attentes versus la réalité du métier de QA. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour vos écoutes sur ce premier mois après le lancement du podcast. Ils sont très positifs et je reçois beaucoup de questions, donc c'est très encourageant pour la suite. J'ai noté les retours sur la qualité du son. C'est vrai que c'est pas toujours parfait sur les enregistrements à distance, mais ça va s'améliorer. Faites-moi confiance. Alors, place au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Avant de travailler dans la tech, en fait, j'avais déjà évoqué mon parcours auparavant, mais pour ceux qui ne l'auraient pas écouté sur les épisodes précédents, que je vous incite fortement à l'écouter, je suis issue du secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est là-dedans que j'ai fait mes études. Comme beaucoup de personnes, je n'avais aucune idée de ce que faisait un QA. Je connaissais le métier d'analyste qualité dans l'hôtellerie-restauration, mais ça s'arrêtait là. Petite parenthèse, en fait, ce sont des personnes qui vont être en charge de vérifier, entre autres, les règles d'hygiène, voir si elles sont respectées et qu'on peut, par exemple, acheter une pizza ou des œufs Kinder sans salmonelle. Je referme la parenthèse. Donc, c'est quand je suis entrée en formation au wagon pour apprendre à coder qu'on nous a initiés au test. Forcément, un développeur se doit de tester son code s'il veut éviter ne serait-ce que des régressions sur le site ou l'appli qu'il est en train de construire. Mais, vous l'avez compris, c'est qu'une toute petite partie du test. J'en ai appris beaucoup plus par la suite dans une formation spécifique au test. Avance rapide, donc je vais vous lister en fait les éléments qui m'ont surprise quand j'ai démarré. Déjà, le test n'est pas réservé qu'aux développeurs ou aux personnes qui savent coder. Il y a une distinction qui est faite d'une part entre les testeurs manuels, donc les analystes qualité comme moi, et les testeurs automaticiens qui vont écrire des scripts. Et eux ont besoin d'avoir des notions de code. La QA, c'est un métier qui est accessible à toute personne qui a envie de mettre un pied dans la tech. Ça demande principalement du détail, de la précision et des facultés d'observation. Bien sûr, il faut connaître les principes du test et c'est encore mieux si on a une certification ISTQB. Je ferai un épisode d'ailleurs détaillé sur l'ISTQB et puis les certifications qu'il est possible de passer en tant que QA. La deuxième chose qui m'a surprise, c'est la réunionnite aiguë. J'ai changé de secteur il y a maintenant 4 ans et c'est la deuxième entreprise du secteur tech dans laquelle je travaille. Aujourd'hui, je suis dans une multinationale et avant ça, j'étais dans une start-up. Le gros point commun à ces deux environnements, c'est très certainement la réunionnite. Au premier abord, je pense que c'est surtout motivé par la mise en place de rituels comme l'agilité, par exemple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept, en fait, il s'agit d'une méthodologie d'entreprise où les acteurs vont devoir s'adapter rapidement, surtout aux imprévus. Ça nécessite donc une bonne communication et puis des points qui sont faits assez régulièrement. Donc actuellement, là, je passe régulièrement des journées où je suis 4 à 5 heures en réunion, ce qui me laisse environ 3-4 heures pour réaliser mes autres tâches. Pour avoir échangé avec d'autres personnes d'autres secteurs, c'est pas du tout une spécificité du test. Et pour être tout à fait objective, dans mon contexte, c'est dû au nombre de projets sur lesquels mon équipe travaille en simultané. Mais il fallait que je le souligne quand même. Et ça peut surprendre au départ. Troisième élément qui m'a surprise, les tests interviennent dans l'idéal dès le début du projet et non à la fin, quand tout est prêt. Alors, bien sûr, ça va dépendre du type de test mené, mais on ne travaille jamais sur un produit qui est fini, surtout dans un environnement agile. On teste au fur et à mesure, justement pour
rendre un produit fini de bonne qualité à tous les niveaux et qui soit agréable à utiliser pour les clients finaux et efficace. Et moi je pensais bêtement qu'on n'intervenait qu'à la fin. Mais en fait non, pas du tout. Et en fait c'est complètement logique. Quatrième élément, on ne cherche pas que des bugs ou des anomalies qui sont évidents. Sinon ce serait trop facile. On va justement s'attarder sur des détails qui, mis bout à bout, peuvent compromettre l'efficacité du logiciel. Pour imager ça, j'aime bien citer l'exemple de la machine à café qui est très connue dans le milieu du test. Pour se faire un café, une personne lambda va prendre sa tasse, allumer la machine à café, la positionner au niveau des buses, lancer un programme et faire couler son café et ensuite le déguster. Un testeur va prendre sa tasse, la positionner au niveau des buses, allumer la machine à café, vérifier tous les programmes, vérifier qu'ils fonctionnent tous, voir si on peut en lancer plusieurs en même temps, essayer sur une machine qui est éteinte, vérifier les températures, si on peut régler la température, vérifier si le mousseur de lait mousse bien le lait, si la capsule de café ou le marc est traité correctement après que le café est coulé, etc., etc. Donc on peut se dire, mais à quoi ça sert ? Justement, dans la vraie vie, même si ce sont des cas qui sont ponctuels, ça arrive. L'être humain aime bien trouver des failles où il peut, juste pour le plaisir, donc il faut parer à toute éventualité. Cinquième élément, ou sixième, je ne sais plus, l'attente est frustrante. Les testeurs est très dépendant du travail des autres parties prenantes, les devs en premier lieu. Malheureusement, les actions à mener ne se font pas de manière linéaire. Il faut forcément prioriser un sujet à un autre et beaucoup de projets sont managés par le planning. Donc ça arrive souvent qu'il y ait des temps d'attente qui peuvent être longs par moment et ensuite on va demander aux testeurs de se dépêcher, de tester juste pour pouvoir suivre le planning. Bon, je sais qu'on demande aussi à d'autres équipes de se dépêcher pour pouvoir suivre le planning, mais c'est quelque chose qui est très frustrant. Moi je suis partisane du fait que les bonnes choses prennent du temps et c'est valable en cuisine comme en qualité logicielle. C'est tout pour cette semaine. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.